Bonjour à tous, bonjour chers auditeurs. Voilà, donc c'est une nouvelle émission des Entretiens de la Comté aujourd'hui où j'ai le plaisir de recevoir Jean-Eudes Gana. Bonjour Jean-Eudes, comment vas-tu? Très bien, et toi? Bonjour à tous. Eh ben je vais très bien, voilà, je vais très bien, je suis très enthousiaste à l'idée de mener cette interview et nous saluons, comme tu l'as dit, nos auditeurs qui verront cette émission en rediffusion. Nous aurons également peut-être des annonces à faire sur l'évolution des formats, nous en parlions en off, j'y reviendrai peut-être plus tard. N'hésitez pas à poser vos questions à ce sujet en commentaire. Donc, Jean-Eudes, tu viens d'avoir 31 ans, c'est ton anniversaire aujourd'hui, je me permets de te souhaiter donc un très joyeux anniversaire. Tu es père de famille, catholique et, pouvons-nous le dire, entrepreneur. Donc tu te distingues dès 2017 par la création de l'association angevine l'Alvarium, avant d'être dissous en novembre 2021 par Moussa Darmanin, alors ministre de l'Intérieur. Qu'à cela ne tienne, tu lances dans la foulée le mouvement Chouan, dont tu es actuellement le président. Tu reviendras toutefois sur l'aventure angevine en 2022 dans un ouvrage intitulé Pourquoi l'Alvarium aux éditions La Nouvelle Librairie, que nous saluons bien évidemment. Tu deviens plus récemment porte-parole du C9M, où tu t'illustres à nouveau par la répartie. J'invite notamment nos auditeurs à visionner les différents enregistrements de tes réponses à la presse à cette occasion. Est-ce que la présentation tout d'abord te convient, Jean-Eudes? Me convient parfaitement, même si en réalité j'ai auto-édité Pourquoi l'Alvarium. Je le précise, ça pourrait paraître sans importance, mais du coup, si vous demandez à la nouvelle librairie, ils ne l'auront pas, même si voilà, c'est pas eux qui l'ont édité, mais on me le redemande au moins une fois par semaine. Je vais le rééditer, les exemplaires étaient épuisés. Je compte le rééditer bientôt. Il faut que je prenne le temps. Voilà, tout le reste me convient parfaitement. Très bien, eh bien merci pour cette précision, je dirais même cette correction qui eh bien, permettra à nos auditeurs d'être mieux orientés sur l'achat de cet ouvrage, très intéressant on l'imagine, puisque c'est l'expérience sensible d'un leader militant de droite nationale, dirons-nous, face à l'appareil républicain et face à la gauche. Nous aurons l'occasion d'y revenir lors de cet entretien. Donc la première question que je souhaiterais te poser, Jean-Eudes, c'est en tant que militant, évidemment, on ne peut qu'imaginer qu'avoir eu un père directeur de cabinet de Jean-Marie Le Pen aide à l'émergence d'une vocation au sein de la droite nationale. Mais est-ce que tu dirais toutefois qu'il y a quand même un déclic particulier, en dehors de cette filiation, qui t'a mené à un engagement aussi soutenu? Il est évident que l'histoire familiale fait que j'étais assez prédestiné, non, mais assez intéressé en tout cas à la politique. Et que très jeune, je me suis toujours beaucoup intéressé à l'histoire de France et à la politique, même quand je n'y comprenais rien, parce que déjà en maternelle, je parlais du président Le Pen à mes petits camarades, sans rien comprendre du tout, parce que les parents m'endoctrinaient absolument pas, mais j'entendais leurs conversations et je répétais comme le font tous les enfants. Et puis après, en grandissant, je pense que l'origine de ma vocation politique, c'est une petite cassette qui s'appelait L'histoire de France de Jacques Bainville racontée aux enfants et que j'ai écouté pendant des heures et des heures en boucle et qui m'a vraiment donné envie de m'engager pour mon pays. Donc tout naturellement, j'ai rejoint le Front National et j'ai commencé à y militer à partir de 2010, puis j'ai été responsable du FNJ vers 2012-2014, je crois, très exactement. Mais la réalité, c'est que je pense que tout se serait arrêté, enfin mon engagement ou l'intensité de mon engagement se serait arrêtée en 2014-2015 avec mes différents voyages à l'étranger parce que j'ai commencé à travailler à l'étranger, je suis parti vivre à Paris, bref. J'étais un peu passé à autre chose, je m'intéressais à la politique, mais je comptais pas forcément recommencer un militantisme actif, jusqu'à ce que je découvre Casapande en Italie avec des copains et que je découvre une nouvelle manière de militer, d'envisager la politique. Et c'est ce qui nous a remis le pied à l'étrier, qui nous a donné envie de créer l'Alvarium et qui, là, pour le coup, m'a remis dedans, je pense, pour toujours. Très bien. Alors, si je peux me permettre une plaisanterie, c'est drôle parce que tu as dit je suis allé travailler à l'étranger à Paris, donc pour le président du mouvement Chouan, ça m'a fait sourire. Non, 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 mais alors à Paris aussi, mais c'était d'abord,
Je suis parti une année au Maroc. Après, j'ai travaillé un peu à Paris, qui en effet est une ville étrangère pour l'angevin que je suis, et puis aussi pour le français et l'européen ethnique, hein, c'est clair. Et puis après, j'ai voyagé, enfin, je suis parti un peu en Irak, au Proche-Orient et tout. Voilà, tout ça m'a un peu éloigné de mes activités militantes quand même pendant 2 ou 3 ans. Et alors, si je peux me permettre, qu'est-ce qui t'a fait y revenir? C'est la nécessité de te dire, finalement une vertu chrétienne, de te dire l'espérance est encore permise en France, je dois continuer à m'engager en France, à l'échelon français, ou est-ce qu'il y a autre chose, entre guillemets, tu parlais notamment de la manière de militer qu'avaient nos camarades italiens. En fait, en rentrant en France, je dois dire que je m'ennuyais pas mal et que sans avoir envie forcément de retourner militer au Front National de la jeunesse, je cherchais, je réfléchissais à comment agir. J'échafaudais des plans, parfois totalement stupides d'ailleurs, en me disant il faut faire quelque chose. C'était l'époque en plus où on parlait énormément de Daesh parce que c'était l'apogée de l'État islamique. On voyait des islamistes revenir en France, on voyait des types revenir et pas forcément être emprisonnés, revenir du djihad et tout. Et j'avoue que je bouillais, et en même temps, je voyais la politique électorale, la politique politicienne stagner dans quelque chose qui m'intéressait de moins en moins, avec une augmentation des scores du Front National qui me réjouissait, mais en même temps, la prise de conscience, alors à l'époque c'était Philippot qui avait vraiment la main sur le parti, la prise de conscience que pour faire 50 plus 1%, il faut faire un certain nombre de concessions et lisser le discours, au point, hélas, bien souvent, de perdre la substance même. Or, moi, je n'ai rien contre le cynisme en politique si ça permet de prendre le pouvoir et d'appliquer nos idées. Mais là, j'avais le sentiment, et je l'ai encore plus aujourd'hui, hein, je crois que l'expérience et voilà, le passé proche ont confirmé ce pressentiment, qu'en fait, les dirigeants du parti étaient non pas en train de faire une sorte de taquilla, si je puis dire, mais de se conformer véritablement aux grands mythes républicains, à l'assimilationnisme, à un certain nombre de sujets, et que du coup, eh bien, on était en train de perdre notre temps. En plus, on perdait les élections, on faisait des bons scores, mais on les perd encore, hein. Et je me disais, en gros, on est en train de vouloir que l'État veuille, mais en parallèle, on ne fait plus infuser aucune idée radicale et nouvelle dans la société. Et donc, j'aspirais à autre chose. Et c'est là que, avec des amis, on fait une visite à Casapande et qu'on voit une jeunesse, et puis des gens d'ailleurs qui sont moins jeunes aussi. On voit une organisation avec des gens extrêmement humbles, extrêmement radicaux au sens noble du terme, c'est-à-dire qui prennent le mal à la racine, et joyeux, et voilà, prêts à tout sacrifier pour leur idéal et pour mettre en application au moins une partie de leurs idéaux. Voilà, en occupant un immeuble, en organisant des tournées solidaires, en créant des lieux communautaires, etc., etc. Et là, voyant ça, on se dit, écoute, il faut qu'on rentre en France et qu'on fasse la même chose. Très bien, alors c'est vrai que ce que tu viens de dire évoque plusieurs questions. Je te propose qu'on commence justement par la partie militante, celle qui t'a donné envie justement de créer, eh bien, 2 ans plus tard, l'Alvarium. Et donc cette association a donc eu une existence d'environ 4 ans. Est-ce que tu dirais que cette expérience, que nous dirons riche en rebondissements, hein, on a pu suivre l'aventure de l'Alvarium, en tout cas la droite nationale a pu suivre l'aventure de l'Alvarium au cours de ces 4 années, est-ce que tu dirais que cette expérience t'a renforcé symboliquement et moralement, ou qu'au contraire, tu y as trouvé une forme de désillusion face à la force, sinon l'omnipotence, de l'appareil républicain? Je pense que ceci a été très formateur à titre personnel et puis pour toute une génération de militants angevins, mais pas seulement, parce que je crois que ce qu'on a pu vivre ou faire a pu en inspirer d'autres. Donc, non, non, je pense qu'on sort renforcé de cette expérience, très clairement. Et que, évidemment, on rencontre l'appareil répressif républicain jusqu'à une dissolution, mais que ceci, au contraire, doit plutôt nous faire réfléchir à comment agir et à comment continuer notre combat, plutôt qu'à jeter l'éponge. Très bien, alors une autre question qui me venait en réaction, alors j'avais prévu de parler du Rassemblement National un peu plus tardivement, mais effectivement, puisque ça vient sur
sur le tas. Peut-être parlons-nous eh bien, de cette critique que tu as vis-à-vis du Rassemblement national. Alors tu le dis, hein, tu le dis très nettement, je ne suis pas contre le cynisme en politique, si toutefois le fond reste intact. Et alors, tu dirais que la principale erreur du Rassemblement national est là, et si oui, dirais-tu qu'elle est faite de bonne foi ou au contraire qu'elle est vraiment le fruit d'un renoncement? Est-ce que ta conviction aujourd'hui, c'est bel et bien que le Rassemblement national n'a pas du tout une logique de taquilla, n'a pas du tout une logique de se lisser pour atteindre dans les règles l'exercice du pouvoir, mais au contraire vraiment de renoncer pour devenir finalement ce qu'il combattait? Claire, je pense que je fais partie d'ailleurs des rares, enfin mon père surtout, d'ailleurs pas moi, mais mon père a fait partie des rares proches de Le Pen ou collaborateurs de Le Pen à avoir vraiment soutenu Marine pendant la campagne interne en 2011, en se disant qu'en effet il fallait dédiaboliser, qu'il fallait moderniser l'image de notre parti à l'époque et puis de nos idées en général. Et donc moi je m'inscrivais là-dedans, j'étais un type issu d'une famille de droite nationale, tout ce qui est de plus traditionnel, mais j'étais euh, vraiment volontaire pour dédiaboliser et pour ouvrir notre camp à des horizons plus larges. Et donc, je voyais d'un très bon œil arriver des gens de gauche comme Philippot ou autres. Le problème, je crois que ce que nous n'avions pas compris, et je ne dis pas d'ailleurs que les actuels dirigeants du Rassemblement national ont totalement tort à cet égard, c'est que le but d'un parti politique, en tout cas le but que s'était fixé Marine Le Pen, c'était de prendre le pouvoir. Et non pas de faire avancer notre camp et de faire avancer nos idées en tant que telles. Et donc, nous étions en décalage parce que nous étions des gens avec une colonne idéologique, une colonne vertébrale idéologique très affirmée et en décalage avec toute une partie de la société. Et nous avions la volonté de faire avancer des idées là où les actuels dirigeants du Rassemblement national sont décidés à gagner tout court, à remporter la bataille électorale et que, ce faisant, ils mettent en œuvre tout ce qui est à leur disposition et tous les moyens classiques pour prendre le pouvoir. Voilà. Et en fait, ma critique ne porte pas tant sur les dirigeants du Rassemblement national, sur lesquels je tape pourtant pas vraiment pour ce qu'ils sont, mais pour l'illusion que les gens s'en font, en fait, pour que les gens comprennent qu'ils se trompent. Mais le véritable problème, c'est, j'en suis convaincu, ce système électoral républicain qui est biaisé en réalité. Très bien. Alors tu dirais justement qu'il participe d'une forme de vengeance, peut-être que Marine Le Pen serait dans une forme de vengeance, pour ne pas la nommer, vis-à-vis justement des défaites électorales successives de son père et d'elle-même, et finalement qu'elle en aurait perdu le fond. Ce serait ça le sens de ton propos? Elle serait rentrée dans une forme de croisade personnelle qui n'a plus rien à voir justement avec une colonne vertébrale de droite, mais bel et bien avec le pouvoir comme finalité? Je sais pas, c'est compliqué. En fait, je pense de plus en plus que la politique, c'est une question de psychologie. Et moi, je connais pas Marine Le Pen personnellement. Je trouve que elle est quand même douée et que pour le moment, tous les gens qui disent que c'est une idiote, qu'elle se plante, etc., finissent un peu aux poubelles de la politique, hein, et finissent aux oubliettes, tandis qu'elle continue et qu'elle est encore là. Maintenant, il est clair que la politique, j'ai commencé là-dessus, c'est une question de psychologie, et que Marine, elle s'est construite en grande partie contre l'entourage de son père, qui a toujours été très dur avec elle, que c'est une femme qui, semble-t-il, comme beaucoup d'enfants, d'hommes politiques, a grandi un peu seule, avec une histoire familiale vraiment compliquée. Je pense qu'elle s'est faite toute seule contre un certain nombre de gens qui l'a considérée comme quelqu'un de nul, comme une loseuse, comme une débauchée, et qu'elle a une aversion, du coup, injustifiée en réalité, je pense, hein, mais qui s'explique, elle, par son vécu. Elle a une aversion pour tout ce qui est droite, Front National historique, et droite en règle générale, d'ailleurs, parce qu'elle a aussi grandi en but à la droite bourgeoise, classique, conservatrice, la droite, vous savez, bien élevée, qui détestait les Le Pen et le Front National. Donc je pense que ça explique un peu, elle, sa manière de sentir les choses, et que je ne sais pas si elle se venge, mais une chose est certaine, c'est qu'elle, elle est là pour prendre le pouvoir et qu'il y a un certain nombre de choses du corpus traditionnel des militants nationaux ou de droite auxquelles elle n'entend rien. C'est-à-dire que je ne sais même pas si on peut dire que Marine Le Pen nous déteste ou ne comprend pas et tout. Je pense que tout simplement, ça lui est parfaitement étranger, quoi. Et que, ce faisant, elle s'est entourée de gens qui n'ont rien à voir
avec nous, ni avec son électorat, d'ailleurs, soit dit en passant. L'entourage de Marine Le Pen, c'est ni un entourage de militants radicaux, de la bourgeoisie conservatrice formée, ni un entourage de gens issus des classes populaires qui sont en colère, vous voyez, qui viendraient de courants populistes. L'entourage de Marine Le Pen, c'est fondamentalement, pour la plupart des gens qu'on voit, hein, des gens qui ont, bon, d'abord, ont la vie personnelle et familiale qu'on connaît, donc qui sont déjà un peu des ovnis par rapport à l'électorat en général et à l'électorat RN, qui sont des jeunes loups, de plus en plus des professionnels de la politique, des ambitieux qui ont quitté leur parti d'origine. Et ce faisant, voilà, c'est un autre mouvement. Et alors, on me fait souvent la réflexion, on me dit souvent que j'ai l'air plein d'acrimonie ou de ressentiment vis-à-vis du Rassemblement national. Je tiens à préciser à mes auditeurs que ce n'est pas le cas. Je pense juste que le salut est ailleurs et que nous sommes ailleurs et qu'il ne faut pas trop s'illusionner. Très bien. Alors, cela appelle une autre question sur ce sujet. Ensuite, nous passerons à autre chose, mais puisque le sujet est lancé, autant l'évacuer après l'avoir réellement exploré. Est-ce que tu penses que l'idée de Maigret s'applique eh bien à Marine Le Pen, ou penses-tu réellement qu'elle veuille prendre le pouvoir sans l'ombre d'un doute, contrairement à son père en 1700, en 18, en 1700, en 1998, pardon. C'est-à-dire l'idée de Maigret s'applique, c'est-à-dire. Alors l'idée de Maigret, tu sais que finalement Jean-Marie Le Pen ne voulait pas réellement Oui. prendre le pouvoir et qu'il fallait plutôt justement suivre une forme de schisme avec ceux qui réellement avaient l'intention première de gouverner, de prendre le pouvoir, qui avaient vocation à le faire, et on accusait Jean-Marie Le Pen de ne pas avoir cette envie au fond de lui et de vouloir rester dans une forme d'opposition assez confortable. Est-ce que tu penses que réellement on a transcendé ça au Rassemblement national, que Marine Le Pen a dépassé justement cette vision d'opposition assez confortable, hein, il faut le dire, et veut réellement atteindre le pouvoir? Est-ce qu'on a cette certitude? Est-ce que tu as cette conviction du moins? Oui, j'en suis persuadé, mais je pense d'ailleurs que c'est un procès injuste qui a été fait à Jean-Marie Le Pen. Toute l'histoire, surtout du début du Front National, où il s'engueule avec un certain nombre de cadres de la droite nationale classique, où le trésorier démissionne ou est démissionné par Le Pen, explique aux gens que Le Pen est dans la main d'Israël. Bref, Le Pen qui quitte le Front National, pardon, qui cesse de participer à la Jeanne traditionnelle de tous les mouvements nationalistes d'alors, le 8 mai, pour s'organiser son propre rassemblement le 1er mai. Bref, tout prouve que Le Pen voulait se distinguer d'une mouvance qui ne voulait pas le pouvoir au profit d'un appareil de combat. Simplement, il y a eu le constat qu'il il était bloqué, peut-être en grande partie par sa faute avec l'histoire du point de détail. Mais bon, ça, on ne sait pas, on est dans la politique fiction. Après, on ne sait pas du tout ce qui aurait pu avoir lieu si Le Pen n'avait pas dit ça. J'ai l'impression quand même, en étudiant ces époques-là, que j'ai pas connues, que de toute façon, le système était très très fort et très solidement organisé contre lui, et que donc c'est pas qu'il ne voulait pas le pouvoir, c'est qu'il avait conscience qu'il ne pouvait pas l'avoir. Et je crois que c'est pas le cas de Marine Le Pen. Marine Le Pen le veut, et même elle le veut à tout prix, je pense. Et il est difficile de lui en faire grief. Très bien, bah, je te remercie pour cette précision. C'était une question ouverte, hein, ça ne trahit pas une opinion personnelle sur ce sujet, mais c'est une idée eh bien, qui est assez populaire dans les milieux nationaux, comme tu le sais certainement. Donc, alors, pour revenir à l'association de l'Alvarium, donc l'un des sacerdoces de l'association était la charité au bénéfice des SDF pardon, angevins. Que peux-tu recommander aux jeunes gens de bonne volonté qui souhaiteraient à leur tour mener à bien le même type de projet dans leur localité? Alors d'abord, il y a des gens qui continuent à faire ça, hein. Il y a des gens à Paris qui font ça avec le Luminis. Il y a les camarades de Détour et d'Hélice à Tours qui participent d'ailleurs à l'aventure du mouvement Chouan, qui font ça chaque semaine. Il y a des gens de la Ligue ligérienne à Nantes qui font ça chaque semaine également, qui pareil participent à l'aventure mouvement Chouan. Donc si vous êtes dans ces villes-là, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Si vous êtes dans d'autres villes, vous pouvez essayer d'organiser ça avec en gros un seul écueil, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer qu'on va changer le monde en distribuant de la nourriture à des SDF. En réalité, c'est une manière de leur apporter du soutien moral, c'est une manière de réaliser la misère de notre peuple, c'est une manière de pointer du doigt les politiques de nos dirigeants qui sont obsédés par l'aide
aux migrants, aux minorités, etc., et qui n'en ont rien à foutre en réalité de notre propre peuple, parce que très clairement, 90-95% des SDF que j'ai pu aider durant toutes ces années étaient des Français et des Français de souche. De ce point de vue-là, ça a une très forte utilité, mais on ne tire personne de la rue, parce que le problème des sans domicile fixe est un problème immense qu'il faut prendre à la racine. Et la racine de tout ça, je crois, c'est d'abord une question d'économie. Voilà, les économies modernes voilà, provoquent de la solitude. Les aides sociales également, paradoxalement, parce qu'en réalité, les gens sont de plus en plus isolés en tant qu'individus du fait de l'omniprésence de l'État et de l'omniprésence de l'économique, tout ceci au détriment de la famille. En fait, il y aurait beaucoup moins de SDF si la famille n'avait pas été affaiblie. Tout ça, on peut rien y faire. Et puis, les SDF, à 80%, c'est des gens avec des gros problèmes psychologiques. C'est, selon les statistiques, 60% de gens issus de familles d'accueil. Donc, en fait, on revient au sujet de la famille. Il y a vraiment des sujets à prendre à la racine pour pouvoir arrêter d'avoir des SDF partout dans nos rues. On ne change pas le monde avec ce type d'action. En revanche, on prend conscience de la vacuité d'un certain nombre de nos problèmes qu'on croit existentiels, notamment quand on est jeune. Et on prend conscience de l'urgence de mener une véritable politique sociale et familiale, et de lier les deux d'ailleurs, à l'échelle nationale. Très bien, je te remercie pour cette réponse, et donc nous saluons évidemment tous les camarades qui s'impliquent de manière hebdomadaire sur ce type d'action, même si nous n'avons aucune illusion, nous pouvons simplement soulager eh bien, un petit peu ces miséreux qui sont, je le rappelle, de notre peuple. Donc, Tout à fait. Et voilà, j'en profite, le je t'en père prie. Gana faire un sermon, mais je crois que c'est Léon Bloy qui disait le pauvre, c'est le visage du Christ. Et donc, si hideux et avinés que soient certains clochards, eh bien, ça nous permet aussi de. On en apprend beaucoup sur la nature humaine et sur la réalité de la détresse humaine. Très bien, merci énormément pour cette précision. Effectivement, je pense que c'est eh bien, utile de le préciser. Il y a effectivement, on aimerait, alors voilà, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le clochard idéal, quoi. C'est ce que tu nous dis Non, finalement, c'est de se dire, oui, alors non, lui, non, lui, non, lui, non, la misère, elle a un visage, la misère, elle appelle souvent eh ben, de l'alcool, des drogues, des comportements que nous devons ne pas juger, effectivement, si on veut véritablement être charitable, eh bien, envers ces personnes. Voilà. Donc je passe à la question suivante. Je te propose que nous parlions un petit peu de la République, avec un grand R, que tu pointes régulièrement, hein, comme responsable et gardienne de nos mots, et MAUX, évidemment, et de nos impasses franco-françaises. À ce sujet, Maurras écrivait il y a tout juste un siècle, un peu plus d'un siècle, il y a 101 ans, c'était en 1924 si je ne m'abuse, dans le fameux livre Si le coup de force est possible, il écrivait que le coup de force était illusoire, déjà avant 34, et que tout renversement devrait passer par la formation et la préparation d'une nouvelle élite. Penses-tu que cette nouvelle élite, aujourd'hui nationaliste, s'approche de la masse critique, ou qu'au contraire nous souffrons d'un biais de projection qui nous pousse à le croire à tort? Je ne sais pas. Je pense que nous sommes encore loin du compte quand même, et je pense que de toute façon, si peu républicain que je sois, le problème est anthropologique. Que, en effet, pour que un vrai changement politique ait lieu, il faut qu'il y ait quand même des changements anthropologiques et de psychologie des masses, quoi, très clairement, que les masses soient préparées à ça. Or, pour le moment, nous n'y sommes pas. Maintenant, je dirais que c'est l'histoire qui agit quasiment indépendamment. C'est-à-dire qu'il y a des convulsions historiques qui peuvent permettre des prises de pouvoir ou des prises de conscience généralisées. Donc, c'est en cela que notre rôle de militant, c'est évidemment d'être prêt. C'est d'être prêt, de se former, de former un maximum de gens et de voir comment on pourra influencer ou agir sur le cours des choses. Mais les choses vont suivre leur cours quoi qu'on fasse. Donc, c'est à nous d'être prêts, quoi. C'est ça que je veux dire. Pour essayer de résumer ma pensée, en gros, je critique beaucoup la République parce que je pense que c'est un régime qui, par essence, est mauvais. Mais il ne faut pas tout rejeter sur nos élites ou sur le système. Il y a un vrai problème anthropologique au sein des peuples européens et au sein du peuple français en particulier. Et si on se prétend être une élite militante, c'est à nous d'essayer d'y remédier.
Naturellement, je partage tout à fait ton avis, si je peux me permettre un commentaire personnel. Depuis plusieurs années, de nombreux identitaires européens font le choix de l'expatriation dans des pays dits préservés. Quel regard portes-tu en tant que militant français sur cette démarche à titre personnel? Alors, je les comprends. Moi, j'ai une nostalgie, pas quotidienne, mais pas loin de ma vie au Maroc, puisque la vie au Maroc, par bien des aspects, ça avait un côté vie dans l'ancienne France, par bien des aspects, hein. J'ai conscience que le Maroc, culturellement et ethniquement, c'est pas la France. En tout cas, c'est pas la France que j'aime. Euh, et donc, je comprends l'expatriation. Maintenant, je la condamne. Je la condamne. Plutôt, je constate que c'est une erreur d'appréciation de s'expatrier pour des motifs politiques ou de s'expatrier en pensant que ça va changer les choses. Je m'explique. Je comprends tout à fait qu'on cherche un meilleur futur et je comprends tout à fait quand on se met à avoir des enfants qu'on veuille pour eux une meilleure existence et qu'on essaye de fuir un certain nombre de problèmes qu'on a en France. Mais ce que je pense fondamentalement, c'est que l'existence d'un pays ne se résume pas à des générations d'individus et que on vit en effet une époque assez troublée, assez étonnante, où le sacrifice qu'on nous demande n'a rien à voir avec celui qu'on aurait pu demander à des aïeux qui allaient se battre en première ligne sur un front bien défini, mais qui donnaient leur vie quand même pour que leurs enfants puissent vivre libres et en sécurité. Et nous, la manière dont on doit donner nos vies, je crois, c'est de lutter dans un pays qui, en effet, est envahi, que tout semble condamné de manière définitive, qui est dirigé par des élites qui sont anti-françaises, enfin, qui nous sont hostiles profondément. Mais s'en aller, enfin, s'en aller volontairement et inciter tout le monde à le faire, c'est, à mon sens, considérer que les individus ou les masses ne peuvent rien et que tout est foutu et que il n'y a aucun espoir en France, qu'il n'y a aucun germe pour le renouveau, etc. Or, je pense que c'est vraiment une erreur d'appréciation. Moi, je vis dans l'ouest de la France et il y a plein de coins comme ça en France. Je traverse quand même beaucoup la France, beaucoup de coins préservés par l'immigration. Il y a beaucoup de coins avec des villages qui sont encore sains. Alors, je n'idéalise pas, hein. Les campagnes françaises sont quand même minées par des drogues horribles comme l'héroïne, par un certain nombre de maux, de misère sociale, de cassos importés avec la loi SRU, etc. Je suis sans illusion, mais croire en gros que ce n'est pas le cas en Pologne, je pense que c'est une erreur. Croire que ce n'est pas le cas dans je ne sais quel pays plus préservé, c'est une erreur. De toute façon, l'immigration extra-européenne vers l'Europe n'est qu'à son début, nous ne sommes qu'aux prémices. Et on ne peut pas dire nous ne sommes qu'aux prémices de l'immigration et croire en même temps que tout le continent européen va être épargné. La réalité, c'est que le problème de la natalité européenne, c'est un problème qui touche toute l'Europe, ou presque. Enfin, j'attends un contre-exemple, hein, peut-être que je me trompe. Et que ce faisant, le système des vases communicants fait que l'Afrique, si rien n'est fait, est destinée à se déverser sur l'Europe et à l'envahir totalement. Alors, je peux comprendre qu'on préfère être envahi le plus tardivement possible, hein, je le conçois, mais je pense qu'il ne faut pas croire que c'est une solution politique, ni que c'est une solution à long terme ou une solution définitive. Voilà. On ne peut pas échapper à son époque, on ne peut pas échapper aux logiques démographiques, et je préfère faire le travail maintenant en France pour éventuellement permettre à mes enfants de grandir dans un pays qui aura connu un phénomène d'inversion des flux migratoires. Je préfère ça à m'expatrier et voilà, et à faire en sorte que mes enfants connaissent ce que je vis actuellement, mais avec 40 ans de décalage dans un autre pays. Et c'est une position qui est intéressante, qui n'est pas la mienne. Alors je te propose de t'évoquer la mienne pour le coup, parce que c'est un sujet qui est assez récurrent sur ma chaîne, hein. J'ai un format qui s'appelle Quitter le Mordor. Donc c'est vrai que bon, j'ai un avis qui est un peu différent. Moi je vois ça sur le modèle du réduit national suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, et je crée une dialectique, hein, là je suis en train de préparer un essai à ce sujet, je crée une dialectique entre la terre et le sang. Et tu me vois venir certainement, je pense que sur le modèle du réduit national suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, faire un réduit continental dans lequel le sang européen eh bien globalement peut s'exprimer, s'épanouir et peut se régénérer, se renouveler,
est une idée intéressante et malheureusement de devoir sacrifier de la terre, je ne dis pas toute la terre, mais de sacrifier de la terre pour justement préserver ce sang. Que penses-tu de cette idée? Est-ce qu'elle te choque? Est-ce qu'elle vraiment te déplaît profondément? Alors moi, rien ne me choque, hein, pour ne rien te cacher. C'est plutôt que, où faire un réduit et avec qui? Voilà, c'est plutôt ça et pour combien de temps? La Suisse, c'est un pays avec des frontières. C'est ça la Suisse, durant la Seconde Guerre mondiale. Quel pays avec des frontières, est disposé à mener une politique, de préservation ethnique, ouvertement affichée? Alors, Moi, je, pas. je dirais, alors je pense à la Hongrie sans l'idéaliser évidemment, puisqu'il y a une immigration de travail, etc., mais qui est contrôlée, hein, naturellement, qui est contrôlée. Quand je dis réduit continental, justement, je vois plus un réduit vers les terres, donc vers l'Europe centrale. La Pologne, je ne l'idéalise pas non plus du tout, parce que je vois bien qu'il y a un basculement politique en cours également en Pologne. Mais dans l'idée, sans être uniquement dans le monde des idées, il faut que ça prenne corps évidemment dans l'Europe réelle, dans l'Europe éternelle. Mais je me dis effectivement, à l'échelle des grandes migrations, à l'échelle des grands déplacements de population, c'est déjà arrivé justement pour préserver la génétique de certaines populations, de concéder un peu de terre, de finalement migrer, faut le dire, hein, c'est le mot, vers l'intérieur des terres, soit pour des raisons climatiques, soit pour des raisons d'affrontement de population. Ouais, mais Et en se mélangeant avec qui? Parce que, vois-tu, la génétique française n'est pas la génétique hongroise, je pense quand même et en plus, le parti d'Orban recule, me semble-t-il, dans les grandes villes, d'ores et déjà. Donc l'alternance politique qui est le lot de toutes les démocraties, finira bien par arriver en Hongrie et enfin moi encore une fois je comprends, ce raisonnement-là pour dire: «Bah, voilà temporairement et je l'assume, je préfère aller mener une meilleure vie ailleurs». Je crois pas du tout à cela comme solution à long terme. J'y crois d'autant moins que les masses françaises, notamment celles qui pensent le mieux, c'est-à-dire celles qui subissent de plein fouet l'immigration, et qui sont bien souvent, hein, les classes populaires, hein, qui ont été les premières à voter Le Pen et qui, votent, anti-immigration de la manière la plus farouche. Ces populations-là, ne peuvent être en aucun cas une valeur ajoutée dans d'autres pays d'Europe, puisque ce sont souvent, les ouvriers, les petits cadres, les commerçants et tout et je vois pas ce qu'ils vont aller faire. Enfin, je ne crois pas qu'ils aillent se déplacer massivement, alors que beaucoup, ils parlent même pas anglais, vers un autre pays. Voilà. Autant une élite peut se déplacer, sans problème, hein, autant, les masses, la masse française, j'ai du mal à y croire. c'est vrai, je te rejoins tout à fait sur ce point. On va pas rentrer dans un long débat fastidieux qui serait, cela dit, passionnant, hein, mais je pense qu'il mériterait une bonne bouteille, une entrecôte et une soirée devant nous. Euh, mais effectivement, bon, je te rejoins sur plusieurs choses et je pense pas que personnellement, ces deux visions aient à s'affronter frontalement. Bien au contraire, je pense qu'elles sont complémentaires, euh, si je peux me permettre. Bon, Si je peux me permettre bien sûr, naturellement. un exemple, hein, 2 exemples d'ailleurs. J'ai voyagé en Arménie, j'ai été le président à un moment d'une association qui s'appelle Solidarité Arménie, que je vous invite à découvrir. Et j'ai une sœur qui vit au Liban et j'y suis allé plusieurs fois. Ce sont 2 pays avec une population plus importante à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur du pays. Mais le fait est que les expatriés libanais comme les expatriés arméniens, au bout d'un siècle, ils sont encore ethniquement totalement préservés, hein, ils se reproduisent qu'entre Libanais ou entre Arméniens. Culturellement plutôt préservés, ils sont vraiment voilà, très attachés à leur culture. Mais les uns comme les autres sont devenus des gens, si on considère les diasporas à l'échelle de la diaspora, je ne parle pas de tous les individus, hein, ce sont des diasporas insupportables, visqueuses, obsédées par le fric, déracinées, et qui au fond ont perdu leur essence. Et moi je pense qu'une plante loin de sa terre finit forcément soit par muter, soit par faner, quoi. Voilà. Et je vois pas comment, même 2 millions de Français, à l'extérieur de la France, vivant en diaspora entre eux, je ne sais où en Europe, si tant est qu'on réussisse à faire bouger 2 millions de Français, pourraient finir autrement que, comme, des Libanais ou des Arméniens, à avoir une existence de diaspora, c'est-à-dire une existence qui est devenue uniquement, tournée vers le commerce et tout, parce que c'est comme ça que survivent les diasporas, hein. Elles sont, voilà, la diaspora arménienne ou libanaise, elle est rarement, devenue paysanne, dans les campagnes du Cantal, quoi. Et je pense que c'est pas pour leur plus grand bien. Eh bien, c'est une position qui est très intéressante et qui éclaire certainement nos auditeurs et qui donne un petit peu de contradiction justement à la position majoritaire de ma chaîne. Donc je prends avec grand plaisir et je te remercie d'avoir
donner cette précision sur le Liban, notamment, et sur cette diaspora visqueuse, je te cite. Non mais c'est intéressant parce qu'effectivement il y a une opposition entre le mobilier et l'immobilier, et effectivement quand eh bien, on est loin de sa terre, on s'oriente vers des activités plus mobilières qu'immobilières, que foncières, que paysannes, enfin on quitte un peu la terre, la logique de la terre et de la vigne, pour aller vers une logique beaucoup plus mercantile. Je te rejoins tout à fait là-dessus. Or, la nature profonde de l'identité française, puisqu'on parle de la France, c'est quand même la paysannerie et les métiers des armes. Alors, d'ailleurs, les Français sont maintenant plus beaucoup militaires ni paysans, hein, mais ils ont encore ça en eux. On a tous un grand-père agriculteur quasiment, ou un arrière-grand-père. Donc, on est encore rattaché à ça. Et voilà, bon, on ferme ce sujet-là, mais c'est un sujet très intéressant en effet. Et C'est un je, sujet sur lequel j'ai encore envie de te poser une dernière question, parce que c'est vrai qu'il est passionnant, je suis d'accord avec toi là-dessus. Une rapide question génétique, est-ce que tu considères euh, que entre peuples européens, quand il y a reproduction, il y a métissage? Non, 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 non. Et puis alors, je suis pas à la fois parce que je manque d'intérêt pour la science et en même temps pour des raisons de tempérament, je suis pas un obsédé de la génétique, mais il est évident que il y a une différence fondamentale entre un Germain et un Français qui est un produit en plus déjà métissé, hein, et je pense qu'en gros, la France, justement, c'est cette espèce de métissage européen complètement unique et qui explique enfin, ce qu'est la France, hein, notre histoire, voilà, la diversité qu'il y a en France, tout ça. Et maintenant, la France pourrait disparaître, entre guillemets, ce serait pas forcément le drame absolu. Il y aurait d'autres civilisations européennes, il y aurait d'autres choses, d'autres peuples, mais je crois quand même que l'Europe perdrait ce qu'elle a fait de mieux. Je peux évidemment te rejoindre là-dessus. Donc une autre question, penses-tu qu'il y a un scénario dans lequel la France entame un processus remigratoire entre guillemets à temps? Ouais, 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 je crois il y a plein de scénarios comme ça, et j'invite vraiment nos compatriotes à ne pas perdre espoir. Parce qu'en réalité, si demain, typiquement, l'État connaît la banqueroute comme l'a connu par exemple l'État grec, si l'État français connaît une telle banqueroute, or il en prend le chemin, hein, très clairement, ça veut dire que les aides sociales qui sont tellement importantes dans notre pays vont se retrouver progressivement réduites à peau de chagrin. Or, je ne vous fais pas mystère des bénéficiaires principaux des aides sociales dans notre pays, même s'il n'y a pas qu'eux, hein. Mais ces gens-là, qui pour beaucoup ne se sentent pas français, n'auront d'autres choix ou d'autres volontés même, hein, que de repartir assez massivement au bled. Il y a plein de facteurs qui peuvent causer des remigrations. La prise de pouvoir du RN, avec un RN qui finirait par comprendre que pour être réélu, il faudrait mener une politique d'inversion migratoire. Donc un RN qui, voilà, par calcul, hein, plus que par courage, se dirait qu'il y a une politique comme ça à mener, une banqueroute qui forcerait certaines populations, qui motiverait certaines populations à rentrer chez elles, une guerre civile que je ne souhaite pas, que je ne souhaite pour rien au monde, enfin une guerre civile, une guerre entre les différents peuples qui cohabitent désormais sur le territoire français, mais voilà, une guerre ethnique. Bref, il y a plein de scénarios qui pourraient être facteurs de remigration, et d'ailleurs peut-être dans 100 ans. En fait, on ne sait pas de quoi l'histoire est faite. Et mon frère, au moment, juste avant d'arriver à notre entretien, mon cher Tom, un de mes grands frères m'a envoyé une photo qu'il avait prise depuis un hôtel en Syrie où on était tous les deux il y a 10 ans, le Dama Rose à Damas. Quelques minutes avant que d'ailleurs l'hôtel ne soit bombardé, on a eu un peu une bonne frayeur. Euh, et en fait, à cette époque-là, le régime des Assad, qui durait depuis la fin des années 60, avait failli disparaître totalement en 2012-2013, au début de la guerre. Puis en 2015, quand nous y étions, jusqu'en 2017-2018, la Syrie légale, le pouvoir de Bachar el-Assad, avait repris la quasi-totalité du pouvoir. Puis à l'heure où je te parle, Bachar el-Assad, personne ne sait où il est. Il est réfugié en Syrie, et les espèces de barbus enculeurs de chèvres du désert qui étaient fichés par la CIA comme terroristes internationaux font aujourd'hui les tournées de tous les pays occidentaux pour serrer la main. Alors il y a 10 ans seulement, ils étaient dans des déserts à se filmer en train de couper des têtes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire, pardon, est tellement la science des imprévus qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, 10 ans, 15 ans, 100 ans.
Et que, ce faisant, les défaitistes sont vraiment des gens avec lesquels j'ai du mal parce que, en fait, c'est pas tellement que je sois moi optimiste que, de fait, fais ce que doit et advienne que pourra, comme dit le dicton. Et de fait, adviendra ce que Dieu aura décidé ou ce que les hommes auront permis, mais c'est pas en tournant le dos au combat ou en se barrant ou en disant que rien n'est possible que les bonnes choses émergent. Très bien. Alors je vais me permettre également une citation pour appuyer ton propos que je partage dans une certaine mesure. Tout désespoir en politique est une sottise absolue, disait le vieux maître Bon. de Martigues. Bon, alors, donc j'en viens justement, ça fait une transition vers la question catholique, si je puis dire, que j'allais te poser. Donc justement, en tant que catholique et président du mouvement Chouan, quel est ton regard sur l'actuel occupant du trône de Saint-Pierre, et est-il différent de son prédécesseur à tes yeux? Oui, bah, déjà, il est différent. Il est différent parce que, le pape François n'a cessé de faire des scandales médiatiques, tous plus incompréhensibles les uns que les autres, tous plus insultants, les uns que les autres, vis-à-vis des Européens en particulier, des catholiques, conservateurs en général. Donc très clairement, on a un pape là qui semble différent, qui, n'est pas forcément un pape de droite d'ailleurs, mais qui, du moins, ne fait pas, de politique, politicienne, par médias interposés avec des déclarations chocs et parfois stupides, voire contraires à la doctrine traditionnelle de l'Église. Donc clairement, on a un pape qui est différent. Le regard que j'ai sur lui, j'en sais rien. J'essaye de prier pour le souverain pontife, quand j'y pense. Pour le moment, en tout cas, il m'est plutôt sympathique. Mais disons que le regard que j'ai sur lui est beaucoup moins important que le regard que lui va avoir sur le monde et sur l'actualité de l'Église. Et pour le moment, il est difficile, avec le peu de signaux qui ont été donnés, de savoir exactement ce qu'il va faire. C'est une belle réponse emplie d'humilité qui est, ma foi, fort appréciable. Alors, je me souviens d'une réaction fort pertinente de ta part au sujet du rabbin, je ne sais pas si tu t'en souviens, certainement que si, agressé il y a quelques mois, je crois, qui a bénéficié donc des excuses immédiates de la République, ainsi que d'une couverture médiatique nationale, hein, je crois même qu'il a été, il a fait la tournée des popotes, si j'ose dire. Euh, donc tu disais qu'il est regrettable que les catholiques et les Français ne bénéficient pas des mêmes largesses. Doit-on s'inspirer de la communauté juive ou au contraire prendre un autre chemin pour bénéficier des mêmes égards? Non, mais je pense que pour diverses raisons, on est dirigé par des élites anti-françaises depuis très longtemps et que, en particulier dans un régime électoral où la majorité est censée faire la loi, les minorités s'organisent pour ne pas être écrasées par les majorités. Que sinon, ça finit comme dans les pays arabes où la minorité sunnite se fait péter la gueule en Irak, ou non d'ailleurs c'est l'inverse, enfin bref, où les minorités dans les pays arabes se font massacrer par d'autres, et dans tous les pays du monde d'ailleurs. Euh, et en France, les minorités, d'abord protestantes, juives historiquement dans la troisième République, constituées en lobby, de la même manière d'ailleurs que les minorités quasiment majoritaires, enfin bientôt majoritaires, immigrées extra-européennes et musulmanes, se sont constituées en lobby, et l'antiracisme a été la grande loi morale de la République ces 100 dernières années. Donc, lorsque je m'étonnais et lorsque je regrettais que les catholiques n'aient pas le droit à autant de compassion, je le faisais avec une pointe d'ironie, tu t'en doutes, parce qu'en réalité, je pense que d'abord, les élites n'auront jamais cette compassion, et que ensuite, on ne doit pas réclamer la compassion, pardon, on doit réclamer de récupérer notre pays. Voilà, tout simplement, et que c'est pas forcément uniquement par des chouineries qu'on le fera. Même si je comprends tout à fait que pour des raisons électorales, politiques, de communication, euh, il soit nécessaire parfois de jouer ce jeu de la victimisation. Très clairement, ça ne peut pas suffire, et je pense que pour parler à notre peuple qui est déjà désespéré, qui a déjà l'impression qu'il va disparaître à coup sûr, ce n'est pas le bon moyen de l'inciter au combat et au courage. Donc pas de communautarisation, mais simplement une communauté Alors, nationale? alors c'est pour ça que non, 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 je me suis mal exprimé dans ces cas-là. Je disais la méthode de la victimisation n'est pas la bonne. En revanche, et j'ai dit ça dépend à quels égards il faut s'inspirer des juifs, ça dépend à quels égards. Donc d'un point de vue de la victimisation,
Non, ou alors de manière pondérée. Du point de vue de la communautarisation, de toute façon, euh, euh, très clairement, en fait, les minorités et tous les peuples du monde sont restés très communautaires. Il n'y a qu'en France que les autochtones le sont aussi peu, d'ailleurs. Parce que quand tu vas, j'ai beaucoup de camarades italiens avec lesquels je suis assez lié. Selon le pays d'où ils viennent, enfin la région d'où ils viennent, ils sont très attachés à un certain nombre de traditions. Ils ont gardé la cuisine de chez eux. Ils vivent encore de manière assez communautaire. Il n'y a qu'en France que les gens sont aussi déracinés et aussi peu communautaires et aussi seuls en tant qu'individus, sans intermédiaire, face à l'État et au marché avec un grand M. Donc très clairement, le génie du peuple juif, et Napoléon disait que c'était même, selon lui, la preuve de l'existence de Dieu, c'est d'avoir su préserver ses traditions avec 2000 ans en tout, enfin presque 2000 ans, sans avoir de pays à lui. Merci pour Donc cette précision, effectivement, j'avais peut-être mal compris ton propos en première instance. pas de problème. Voilà, donc je me permets une question un peu différente. Là, on va parler de nos différentes crèmeries, si j'ose dire. Donc voilà, on a une grande capacité hein, au sein de la droite nationale, eh bien, à se diviser sur des sujets plus ou moins importants, je dirais plutôt moins que plus, entre nos différentes crèmeries, si j'ose dire à nouveau. Penses-tu qu'il y ait une vocation à se rassembler à moyen terme, dirons-nous, hein, peut-être à 100 ans, les prédictions évidemment sont intenables, mais à moyen terme, penses-tu qu'il y a une vocation à se rassembler, ou sommes-nous, sur ce point en tout cas, plus bêtes que la gauche? Non, je pense qu'il y a vocation à se rassembler et je pense que notre mouvance va plutôt dans le bon sens d'ailleurs. Il y a en 2010, enfin dans les années 2010, la mouvance nationale au sens très large était encore totalement déchirée par des divisions datant des années 70, 80, 90, notamment pardon, entre catholiques et païens, euh, avec un certain nombre de querelles et de sectarisme de part et d'autre qui, à mon avis, étaient totalement néfastes. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Des catholiques qui vont à l'Institut Iliade, il y a des jeunes païens qui vont à Academia Christiana. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas une fracture philosophique, hein. Ça ne signifie pas qu'on n'a pas de très grandes différences dans la manière d'appréhender la vie et surtout l'au-delà. Mais je pense que très clairement, nous sommes à l'échelle, voilà, d'un point de vue politique, nous sommes du même côté de la barricade et que ce faisant, la réalité est en train de nous ramener tous un peu dans le même camp, hein. D'ailleurs, que ce soit catho, païens, libéraux, anti-libéraux, etc., etc. Je pense que quand même, beaucoup ont mis de l'eau dans leur vin et en tout cas, la réalité va pousser à ça pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Très bien, bah, je partage tout à fait cette analyse. Encore une fois, si je peux me permettre un commentaire personnel, je pense Mais que... tant que tu partages l'analyse, moi, je te permets tout. Non, bah tu vois qu'il y a eu quelques frictions sur le sujet de l'expatriation, mais encore une fois, je pense pas qu'il y ait de vision irréconciliable à droite, en tout cas au sein de la droite nationale. Ensuite, on pourrait élargir et définir la droite, mais je pense que voilà, nous nous entendons quand nous parlons de droite nationale. Je pense qu'effectivement les différents courants arrivent régulièrement, à intervalles réguliers, du moins à se fédérer pour une cause qui les dépasse, même si on aurait aimé, voilà, certainement, comment dirais-je, que la droite de la manif pour tous soit également mobilisée dans la rue pour des questions beaucoup plus identitaires. Ça, c'est vrai que c'est un regret de ces dernières années, mais je pense que justement depuis la dernière décennie, on a eu une évolution positive des catholiques, et moi je te rejoins, on en parlait un petit peu en off, je me permets de le dire à nos auditeurs, justement de cette idée qu'auraient certains qu'un catholique ne peut pas être identitaire. Moi je ne partage pas cette idée, je pense que euh, les catholiques le prouvent de plus en plus, ils peuvent l'être, même si on pourrait parler sur un plan théologique, est-ce que c'est conforme à la doctrine, je ne sais pas, ça me dépasse de très très loin, je ne connais pas assez la religion catholique et sa théologie qui est sans doute la plus complexe de toutes les religions à mon sens pour m'exprimer sur le sujet identitaire, mais ce que je vois dans les faits, c'est que beaucoup de catholiques s'engagent sur une voie résolument identitaire aujourd'hui, ce qu'ils ne faisaient pas à mon sens il y a quelques années. Donc c'est une évolution également positive, et c'est pour ça que je souscris totalement à cette analyse.
Tout à fait. Et d'ailleurs, s'il y a des catholiques qui sont mal à l'aise avec les pensées identitaires ou des identitaires qui sont mal à l'aise avec le catholicisme, je les invite à résoudre leurs contradictions en lisant un excellent bouquin de Julien Langella qui s'appelle Catholique et identitaire et qui casse un certain nombre d'idées préconçues sur ce sujet. Eh bien, merci pour cette recommandation de lecture. Si tu en as d'autres, n'hésite pas. Si tu en as d'autres sur les différents sujets que nous avons pu évoquer au cours de l'entretien, on va arriver à la dernière question de cet entretien. Donc, n'hésite pas si tu as des recommandations de lecture pour nos jeunes militants. On a un public assez jeune sur la chaîne. On est dans une pyramide des âges qui n'est pas celle de la retraite par répartition. Donc, n'hésite pas à donner des recommandations de lecture à nos jeunes qui ont besoin de se former politiquement, qui ne savent pas forcément par où commencer, hein. Comme tu le disais, l'individu est seul face à l'État. Malheureusement, même nos militants, ou du moins nos aspirants militants, sont également seuls face à l'État bien souvent. Ils sont souvent isolés géographiquement. Et ce qui m'amène justement à cette dernière question, quel conseil donnerais-tu à de jeunes gens de bonne volonté qui veulent militer, mais qui ne savent pas par où commencer et qui ne trouvent pas de camarades dans leur localité parce qu'ils sont isolés géographiquement ou isolés peut-être même socialement, hein. On a également des camarades qui ont des parcours de vie plus difficiles, bénéficiaires pour certains des aides sociales, ou chômeurs, ou encore une fois avec des parcours un peu chaotiques, et puis naturellement tu le disais au sujet des campagnes, l'isolement géographique peut créer l'isolement social, donc que conseiller à ces jeunes de bonne volonté qui ne savent pas par où commencer? Alors, je pense que quand même, pour beaucoup d'entre eux, enfin beaucoup d'entre nous, on a quand même souvent à 30-40 minutes de route une ville ou un endroit dans lequel il y a un groupe militant. Quelle que soit d'ailleurs sa tendance ou sa nuance. Voilà. Mais pour ceux qui n'auraient pas ça à proximité, je dirais plusieurs choses. Donc ceux qui ne vivent pas en ville, qui sont vraiment dans les campagnes reculées, la première des choses pour militer, c'est de mener une vie qui est conforme à nos idées. C'est-à-dire que si on a des problèmes d'addiction, et en particulier d'addiction à la drogue, qui nourrissent très clairement l'économie de nos ennemis immédiats, je pense que la meilleure moyen de militer, c'est d'arrêter. Je pense qu'il faut se former intellectuellement autant que possible. Il faut mener des existences et des vies professionnelles qui puissent être aussi proches que possible voilà, de nos idées, et notamment, j'ai une très nette préférence pour ce que je ne suis pas totalement, mais pour les artisans. Parce qu'en fait, la civilisation française, c'est aussi de bons charpentiers, de bons menuisiers, de bons tailleurs de pierre, un patrimoine bien entretenu, de nouveaux bâtiments qui soient conformes à une esthétique française et européenne. Bref, donc quand vous n'avez pas de groupe militant stricto sensu, il y a 10 000 manières de continuer à faire vivre et de continuer à défendre votre civilisation. Et enfin, vous pouvez tout à fait soit monter un groupe militant, soit investir les associations locales, comités des fêtes, bibliothèques municipales, que sais-je, pour contribuer à faire avancer un peu nos idées. Je peux vous dire que je rencontre régulièrement des gens qui, en fait, de manière totalement anonyme, très humble, défendent nos idées, nos idéaux, nos valeurs au sein de l'école du coin, de la bibliothèque, du comité des fêtes, du village, de que sais-je, avec des résultats parfois tout à fait intéressants. Donc, je crois profondément que quelle que soit votre situation, votre âge, quelles que soient vos finances, bref, vous pouvez tout à fait militer. Et puis je termine, bien sûr, j'ai commencé en parlant du rapport entre politique sociale et politique familiale. La civilisation, c'est d'abord une grande famille de familles. Et donc, essayer de choisir le bon partenaire de vie et d'élever vos enfants d'une manière conforme à tout ce en quoi vous croyez, c'est évidemment le meilleur moyen de faire perdurer nos idées, notre civilisation et notre peuple au sens génétique, et bien aussi longtemps que possible. Très bien, alors peut-être une petite question annexe avant de conclure. Que penses-tu justement du débat? On parle souvent, tu sais, les jeunes font souvent cette erreur ou pas, hein, tu me diras ce que tu en penses, de se dire finalement le débat est absolument central, est un enjeu militant absolument central. Et c'est vrai que souvent les vieux militants, hein, ceux qui ont de la bouteille, hein, je pense notamment à des vieux de l'Action française que je salue, sont beaucoup moins justement dans le débat et beaucoup plus dans des formes, comment dirais-je, tout
toujours en termes dialectiques, hein, mais beaucoup plus apaisés, beaucoup moins conflictuels, et qui ont, pour reprendre ton terme, des résultats tout à fait intéressants également. Est-ce que tu penses que c'est une erreur de jeunesse de nos militants de trop accorder d'importance au débat, singulier ou au pluriel? Le débat sur les réseaux sociaux en s'insultant comme un hystérique, je pense que c'est parfaitement inutile, mais d'une manière générale, le débat, même en ligne ou alors avec des proches ou dans notre village, bref, non, tout ça peut être parfaitement utile et bénéfique. Et en fait, je crois surtout qu'il faut être au bon endroit selon nos moyens, nos tempéraments et la manière dont on est efficace. Voilà, si vous découvrez que vous n'êtes pas doué pour les mots, mais que vous avez d'autres qualités, ne perdez pas du temps à vous obstiner, à vouloir débattre, n'est pas Charlie Kirk qui le veut. Voilà. En revanche, au contraire, si vous n'êtes doué que pour les mots, les idées, l'écriture, eh bien, travaillez vraiment là-dessus. Ne vous contentez pas de pondre des textes sur Facebook et essayez d'investir des revues, des partis politiques, bref, que sais-je, pour être véritablement utile. Bien, merci. Tu appelles une autre question, hein. Tu as évoqué le nom de Charlie Kirk. Il m'a déjà été donné l'occasion sur la chaîne du Parti de la France, eh bien, de saluer sa mémoire. Je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine précédente, hein. Euh, voilà, donc c'est un événement qui personnellement m'a beaucoup touché, mais je pense que l'ensemble de la droite a été énormément touché par cet événement. Est-ce que tu aurais justement un mot, peut-être militant, ou simplement un mot personnel à ajouter sur eh bien, ce drame qui a enlevé la vie à un père de famille qui avait ton âge précisément en plus? Donc est-ce que tu as un mot à ajouter sur Charlie Kirk? Écoute, je connaissais pas Charlie Kirk avant qu'il ne meure, quoique un ami m'en ait parlé en me disant ah tu devrais essayer de faire comme lui et tout. Enfin bon, un ami un peu idéaliste, et puis qui me prête beaucoup de qualités, ma foi, que je n'ai pas forcément. Mais non, je pense que le véritable enseignement de la vie de Charlie Kirk, outre cette fin à la fois totalement tragique, horrible et en même temps belle, parce que c'est un peu la fin rêvée pour beaucoup de combattants, c'est surtout que, à la marge des grands partis, par des initiatives collectives ou individuelles, alors que personne n'y croit, on peut avoir une influence énorme sur son pays et sur sa génération. C'est ça l'enseignement de l'existence de Charlie Kirk, je pense. C'est que, en réalité, avant, sa génération, il n'y avait pas eu comme ça aux États-Unis de gens qui avaient autant eu d'influence sur le parti républicain et sur un candidat à la présidentielle. Donc ne méprisez pas, les initiatives extra-électorales, et essayer de regarder là où vous pouvez être utile, quoi, de ce point de vue-là. Alors, peut-être que c'est comment dirais-je, un petit clin d'œil également à des gens. On a beaucoup de gens qui travaillent au Rassemblement national, hein, maintenant, puisqu'on a beaucoup de députés, on a beaucoup de gens qui ont un lien plus ou moins direct avec eux. Est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui sont justement un petit peu dans ce système du Rassemblement national, soit militants, soit même salariés du Rassemblement national d'une manière ou d'une autre, collaborateurs parlementaires, collaborateurs enfin au Sénat, non, collaborateurs au Parlement européen, et qui auraient une vocation un peu plus radicale que celle qui est proposée par le Rassemblement national? Est-ce que tu leur conseillerais de quitter le navire, ou au contraire justement, alors de quitter le navire pour s'inscrire justement dans une démarche plus métapolitique que politique institutionnelle, ou au contraire de continuer eh bien, dans le navire du Rassemblement national? Tu me diras peut-être au cas par cas, mais si on essaye de dégager une tendance. Je sais pas, parce que d'abord, il y a des impératifs économiques pour tout le monde. Il y a des gens qui sont attachés parlementaires, qui ont besoin de nourrir leur famille ou de vivre. Voilà, il y a des gens qui sont doués pour ça, il y en a d'autres qui pourraient être utiles ailleurs. La vraie question, c'est plutôt quelle est leur attitude par rapport aux autres, à ceux qui sont à l'extérieur, et quelle est leur honnêteté vis-à-vis d'eux-mêmes. Savoir, euh, sont-ils persuadés qu'ils sont dans un mouvement qui véritablement va participer, n'a aucun défaut et va participer de manière définitive au salut de la France, ou alors est-ce qu'ils sont capables de servir avec une certaine distance et donc de ne pas être trop méprisants pour ceux qui ont d'autres initiatives. Voilà. Je dois dire que moi j'ai certains amis ou certaines connaissances qui bossent dans le parti et qui sont tout à fait humbles et conscients des difficultés et qui essayent voilà, de faire peser leur ligne. J'en ai d'autres qui m'expliquent que le Rassemblement national, c'est le mouvement de Sainte-Jeanne d'Arc, et qui, quand tu leur parles de la dernière sortie, par exemple, de Franck Alizio, qui dit « Je n'ai pas de problème avec l'immigration, mon problème c'est avec ceux qui foutent le bordel », c'est-à-dire le discours typique
n'importe quel mec de gauche. Ils vont t'expliquer qu'en fait, tu es un aigri, etc., avec mépris, sans essayer voilà, de réfléchir plus à l'anthropologie et aux idées qui animent le mouvement. Bon, voilà, tout dépend de la position des uns et des autres. Donc, je t'ai fait une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. C'est à voir au cas par cas, je pense. Et d'une manière générale, j'espère que les gens vraiment talentueux ne vont pas consacrer toute leur existence à une œuvre qui, il me semble, hein, ne prend vraiment pas la bonne direction pour sauver le pays. Très bien, eh bien ce sera le mot de la fin, ce sera la conclusion de cet entretien. Merci beaucoup Jean-Eudes pour ta participation. Je rappelle que tu as donc une réédition prévue de Pourquoi l'Alvarium, hein, cet essai qui a conclu et résumé, si je puis dire, eh bien 4 ans d'expérience avec cette belle association angevine. Donc Pourquoi l'Alvarium, qui n'était pas aux éditions de la Nouvelle Librairie, qui était auto-édité, tu l'as précisé, et qui sera réédité très prochainement. Donc voilà, restez Ah, tout à fait. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, ce à quoi je vous invite de manière très mégalomane, eh bien, vous en entendrez parler, il faut que je m'en occupe. voilà, donc évidemment tes liens, tes différents liens seront eh bien mis en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à aller suivre Jean-Eudes si ce n'est pas déjà le cas sur les réseaux sociaux. Je crois également que tu es présent sur Telegram. Tu as un canal sur Telegram si je ne m'abuse. Donc n'hésitez pas, je mettrai les différents liens en commentaire. Merci encore Jean-Eudes pour ta participation aux entretiens de la Comté. J'espère te revoir sur un prochain format. Notamment, on a un format table ronde qui devra se pencher sur la question religieuse. Donc si ça t'intéresse d'intervenir sur la question religieuse et de faire valoir le point de vue catholique sur la question religieuse, bah, ma foi, l'invitation est déjà lancée. Et Faudra avec grand simplement plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation et puis merci aux auditeurs qui seront allés au bout de ce long monologue, quasiment. Non, tu as été très synthétique par rapport à d'autres invités. Comme je te l'avais dit en off, j'aime les digressions, donc mes invités sont libres eh bien, de digresser autant qu'ils le veulent, sinon je ne les invite pas. Voilà, si je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un, je ne l'invite pas. C'est quand même le b.a.-ba. J'avais envie de t'entendre et je t'ai entendu. Je te remercie d'avoir participé à l'émission Jean-Eudes et je te dis à bientôt. Merci encore aux auditeurs et au revoir à tous.